Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Victoire Finaz, quand on jette un œil à votre parcours, on pourrait croire à une succession d'opportunités saisies au vol. Mais en réalité, chez vous, rien n'est laissé au hasard. Vous savez exactement où vous allez. Et si la route n'existe pas, peu importe. Vous la créez, portée par une intuition redoutable, une ambition solide et une passion dévorante. Vous êtes une pionnière. La preuve, vous inventez le mot chocologue et en faites un métier à part entière. Vous ne faites pas que déguster le chocolat, vous le révélez, vous le racontez, vous le magnifiez. Et pourtant, ce n'était pas une évidence. Vos premiers amours vont vers le marketing sensoriel. À l'heure du choix des études, vous optez pour la psychologie, qui, alliée à un master en marketing à HEC, devient une combinaison gagnante, assemblant avec cohérence le cerveau, le cœur et les sens. Pour approfondir votre connaissance du cacao, vous partez sur le terrain, en Amérique du Sud, vous plongez au cœur des plantations, touchez la terre, rencontrez ceux qui la cultivent. À votre retour, vous poussez l'exigence encore plus loin avec une formation en haute pâtisserie à Ferrandi auprès d'un certain Pierre Hermé. Puis tout s'enchaîne, les premières dégustations, l'invention de la chocologie, la création de votre marque, Chocologue. Et en 2024, vous franchissez une nouvelle étape en fondant l'école de chocologie et du goût. Une première qui confirme ce que tout le monde sait déjà. Vous êtes une innovatrice, une meneuse, une passeuse de passion. Vous êtes également auteur de 2 livres sur le chocolat. Vous mariez rigueur intellectuelle et gourmandise avec élégance. Vous êtes bien plus qu'une experte. Vous êtes une créatrice d'émotions à travers le chocolat. Bonjour Victoire. Bonjour Clémence. Alors comme je dis dans l'introduction, vous n'êtes pas du tout arrivée dans la vie professionnelle par la cuisine, parce que le chocolat, c'était pas forcément un métier pour vous. Donc vous vous dirigez vers le marketing sensoriel. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi vous passez par la psychologie si c'est pour arriver vers le marketing ? J'ai découvert très jeune que j'étais très sensorielle et donc j'avais beaucoup d'activités autour de l'odorat, du toucher. Et sûrement grâce à mes parents d'ailleurs qui ont aiguisé mes sens via plusieurs activités et notamment l'expertise de ma mère sur la porcelaine. Quand j'étais en terminale, je me suis posé la question du marketing, de la sociologie et comme je voulais un aspect sensoriel, le marketing sensoriel m'apparaissait comme une évidence. C'est-à-dire qu'en fait ce qui me fascinait, c'était de me dire comment un produit peut avoir un impact sur nous, peut nous créer une émotion unique, peut nous faire voyager. Enfin voilà, c'était vraiment tout le côté d'ailleurs psychologique. Et je me suis dit, au lieu d'apprendre le business, je vais aller apprendre comment l'homme fonctionne, sa psychologie, comment fonctionne son cerveau. Et c'est pour ça que j'étais très attirée par ces études de psychologie. On va voir que votre parcours est une succession de rendez-vous que vous avez provoqués et réussis. Vous faites tout pour aller au salon du chocolat et ça provoque des rendez-vous intéressants. Une copine me dit, mais toi qui adores le chocolat, tu devrais aller au salon du chocolat. Et c'est vrai que j'étais vraiment une grosse mangeuse de chocolat. Je me dis, je vais pas y aller juste une journée, ça va me frustrer. J'imprime tous les participants au salon, je les appelle un par un en leur disant, voilà, je suis étudiante, j'aimerais beaucoup travailler pour un artisan. Et il y a un artisan qui me dit oui et qui me demande une convention de stage alors que je pensais sécher mes cours pour y aller. Me voilà immergée dans ce salon où je travaille toute la journée pour cet artisan qui me transmet sa passion, qui me parle de la sélection de ses chocolats et comment il façonne ses chocolats. Pour moi, ça a été vraiment une découverte qui a touché mes sens, mon cœur, ma sensibilité. Et j'avais vraiment beaucoup de plaisir à représenter ces chocolats et à en parler. Je crois que ça a vraiment déclenché chez moi une appétence nouvelle pour le chocolat. Et vous faites une rencontre avec une femme qui, je crois, vous impressionne. Oui, alors j'ai l'occasion de rencontrer pas mal de professionnels pendant ce salon, et notamment une experte en chocolat que je vais retrouver 3 ans après pendant ma thèse. Je pars sur cette thèse incroyable. Est-ce qu'il existe une expertise en chocolat ? Et si oui, comment on devient un expert ? Et là, j'interroge cette femme qui, en plus de déguster le chocolat comme un grand vin et en parler avec un vocabulaire tellement nuancé, reconnaît les marques à l'aveugle. Et c'est là où j'ai eu cette vocation de devenir experte en chocolat, comme elle. Comme il n'y avait pas d'école pour devenir expert,
Je me suis dit, il faut que je bouge, il faut que je rencontre les professionnels, il faut que j'aille rencontrer les planteurs. Chaque rencontre a été une découverte qui a apporté une pierre à l'édifice pour construire mon expertise du chocolat. À ce moment-là, le chocolat devient une voie professionnelle possible ou pour l'instant c'est juste une passion ? Ma gourmandise est devenue une passion et une obstination. J'avais le modèle de ma mère, elle pensait porcelaine H24. Et je me suis dit, si je veux devenir experte, il faut que je me plonge complètement dans le sujet et il faut que j'avale un maximum de choses. Je faisais vraiment que ça, de cultiver cette passion en parallèle de mes études, parce que après psycho, j'ai fait mon master de marketing. Très vite, une des expertes que j'avais interrogée m'a demandé de la remplacer pour animer un atelier de dégustation. Et ça a été vraiment ma première mission. Et donc, de simple étudiante, j'ai dû créer ma société de conseil pour facturer. Comme ça, j'ai cette activité en parallèle de mes études. Et moi, c'est vrai que je me projetais plutôt dans une grosse boîte. Je n'avais pas imaginé de travailler pour le chocolat à ce moment-là. Oui, parce qu'à ce moment-là de votre vie, vous êtes en stage chez Kraft, un stage que vous avez eu du mal à décrocher. C'est vrai. À la fin d'HEC, exactement, je dois chercher un stage. J'avais très envie de travailler pour une boîte étrangère. Et je postule pour Kraft, parce que c'est un groupe international. Et je me suis dit que ça pourrait m'ouvrir des opportunités. Et j'ai du mal à décrocher ce stage parce qu'ils étaient très fermés. Ils m'ont dit, voilà, vous avez une grande sensibilité produit, mais vous n'avez pas d'expérience en marketing, donc vous ne correspondez pas aux critères de Kraft. Et j'étais tellement déçue parce que je me dis, mais la fille, elle n'a pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait psycho pour faire du marketing, je fais un master pour faire du marketing, et là, elle me dit que je ne peux pas faire un stage en marketing. Franchement, je ne comprenais plus rien. Et donc, je l'ai rappelé en disant, je crois que vous n'avez pas compris. J'ai été très motivée, je lui ai expliqué vraiment encore mon projet. Et finalement, elle m'a rappelé en me disant, mais écoutez, je suis assez surprise par votre punacité. Donc, écoutez, moi, j'aime votre profil, je vous mets entre les mains de Kraft, ils décideront bien. Et à Banico, ça arrive quand ? Tout 2008 a été une année d'exploration. En me disant, tiens, si je devais créer un Sephora du chocolat, quelle marque je mettrais ? Donc j'ai fait un tour de France, j'ai fait aussi un tour du monde, parce que je suis partie au Japon, aux États-Unis, parce que j'avais envie de sélectionner des marques étrangères pour les mettre dans cette boutique. À la fin 2008, Pierre Hermé me propose de faire cette formation en chocolaterie, parce qu'il me dit, voilà, ça fait 2 ans que tu parles du chocolat, que tu fais tes animations. Je pense que ce serait important que tu comprennes comment on fabrique le chocolat. Déjà, j'étais très ambassadrice du chocolat haut de gamme, parce que mon métier, déjà, avec ma boîte, c'était de promouvoir ce chocolat haut de gamme, de le faire déguster, de créer des animations autour de ça. Mais là, j'étais impressionnée par la fabrication et ça m'a donné envie de créer mes propres recettes comme un parfumeur. C'est ce que j'ai fait. En 2009, j'ai abandonné, entre guillemets, ce projet de Sephora. Et je me suis dit, tiens, si je crée ma propre marque de chocolat avec mes propres recettes. Et vos recettes, elles racontent tous vos voyages ? Pour créer une recette, mon inspiration, je vais la puiser sur déjà ma gourmandise, ce que j'aime. Un praliné rocher, un praliné croustillant, un palais d'or, enfin ce qu'on appelle un palais d'or, c'est une ganache nature. J'étais revenue de Marrakech, tout de suite j'ai créé une ganache à la menthe poivrée. J'avais envie de créer une collection régressive. J'ai créé un praliné pétillant avec le sucre pétillant que je mangeais dans les parcs quand j'étais jeune. Chaque recette est une inspiration de quelque chose que j'ai vécu et qui m'a créé une émotion. On arrive au cœur du sujet, la chocologie, comment naît le mot chocologue ? Eh bien, il naît un peu d'une blague. Pendant une animation, une personne me dit « Mais attendez, je comprends pas trop, c'est quoi votre métier en fait ?» J'étais psychologue, je me suis passionnée et spécialisée dans le chocolat et voilà, je suis devenue chocologue. Et là, il me regarde en disant « Mais c'est canon !» Enfin, je l'ai vraiment créé comme ça sur le tas. Je suis allée le déposer à l'INPI direct en me disant tiens, c'est peut-être un mot intéressant. Et puis comme j'étais vraiment en train de créer mes animations, je me suis dit tiens, c'est pas bête, peut-être que je peux créer la chocologie à l'instar de l'onologie, reprendre les méthodes, reprendre les parallèles pour que les personnes puissent vraiment comprendre ma démarche. C'est comme ça que j'ai créé la chocologie. Vous travaillez sur des cartes de chefs ? Pas mal de collaborations avec des chefs pâtissiers où on a créé des tea time ensemble ou des expériences sensorielles. J'avais fait une collaboration avec Nicolas Pacello où on avait créé une bûche de Noël, une cabosse en trompe-l'œil. Avec aussi Claire Santos-Lopez au Royal Champagne, j'avais créé 3 tea time avec elle. Plantation de cacao, un thème fruits secs et un thème sucré-salé. C'est génial de pouvoir créer un menu à partir d'une thématique en associant 2 savoir-faire complètement différents et très très complémentaires. Et la 3e collaboration, c'est avec Mathieu Carlin qui est à l'hôtel de Crillon, avec qui j'avais fait 5 ateliers de dégustation. On avait fait les thés, les épices, les fruits secs, le vin et chocolat et un atelier de Pâques. On avait créé
tous les deux, moi des chocolats, lui des pâtisseries, pour montrer toutes ces techniques d'infusion, de mélange. Ça mêlait vraiment la technique, la gourmandise. C'est des collaborations très très stimulantes. Les chefs adorent travailler le cacao. Le cacao, c'est aussi bien du salé que du sucré. On peut tout exploiter. Vous avez fait aussi des collabs avec des marques, je crois. Oui, exact. D'ailleurs, des marques dans la parfumerie. Je pense notamment à Guerlain. J'ai imaginé des créations uniques pour Guerlain. Et à un moment donné, en rendez-vous, elle me parle de la guerlinade, qui sont 6 ingrédients de base pour les parfums Guerlain. Et je dis, mais génial, je peux peut-être les transposer en chocolat. C'était tonka, bergamote, iris, vanille, rose. J'ai créé des chocolats comme ça avec cette guerlinade. Et c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est sublimer des moments en fait. C'est hyper original par rapport à une boîte de chocolat. C'était ringard en fait, la boîte de chocolat. Et franchement, quand j'ai créé ma marque, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quand même une façon originale de le présenter. Dans la boîte classique, ce qui m'énerve, par exemple, c'est prendre un dépliant et de compter les traits pour les retrouver sur les chocolats en disant alors là, il y a 2 traits, là, il y a 3 traits, enfin voilà. Ou de retourner la boîte parce que la recette sont en dessous. Ou sinon, juste de pas avoir d'infos et de fermer les yeux en disant ok, j'espère que je vais pas tomber sur le chocolat à l'alcool, que je vais devoir recracher. Et je revenais de Madrid, parce que j'étais chez Kraft à Madrid, et les abanico. Abanico, c'est ça, c'est l'éventail. Et je me suis dit, tiens, si on proposait comme ça les chocolats en ouvrant. Et j'en ai parlé à ma designeuse, et elle m'a dit, ah, attends Victor, je vais t'imaginer quelque chose, attends, je reviens vers toi. Et en fait, elle m'a montré cette boîte dessinée sur un écran. J'ai dit, ah, je vais essayer de trouver un fournisseur qui peut me la faire. Vous avez plein d'idées de mariage de saveurs pour les chocolats. Où est-ce que vous trouvez les fournisseurs et votre équipe ? Quand on veut créer un projet, on a besoin de plein de talents, et moi, je les avais pas. J'ai toujours une obsession, que ce soit pour mon équipe, mes fournisseurs et aujourd'hui même mes clients, c'est d'être bien entouré de bonnes énergies parce que c'est comme ça qu'on travaille bien. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup dans mon équipe parce qu'on est entre 3 et 6, mais je travaille avec une vingtaine de personnes depuis 20 ans qui m'accompagnent sur plein de talents différents. C'est comment d'être une femme dans la gastronomie, parce que vous êtes dans la gastronomie aujourd'hui. Quand ma vocation est arrivée après ma thèse, je savais très bien ce qu'il fallait que je fasse pour me créer cette expertise. Je sais pas, j'avais ça en tête et donc je faisais fi de toutes les remarques qu'on pouvait me faire parce que c'est vrai que c'était un milieu quand même d'hommes, c'était un milieu où on m'attendait pas du tout, mon métier était pas forcément compréhensible tout de suite. Mais moi, ça me posait pas de problème, j'ai toujours été aussi une originale, j'ai jamais eu le besoin de prouver quoi que ce soit, donc j'avançais et c'est vrai que c'était pour moi très limpide dans ma tête. Quand on fait de sa passion un métier, est-ce que ça reste une passion ou est-ce que le quotidien fait que ça devient un peu plus réservé comme passion ? C'est vrai que quand j'ai créé ma marque avec des associés, des salariés, des fournisseurs, des factures et tout, ça devient tout de suite très sérieux. Il faut trouver un business model qui fonctionne. Je dirais que j'étais à la découverte de mon métier. J'étais face à des grands chocolatiers déjà très connus, donc il fallait que je joue de la carte de l'originalité, de la créativité. J'essayais de faire ce que faisaient pas les autres, donc de la personnalisation. L'entrepreneuriat, c'est aussi l'art de se remettre en cause et d'être assez flexible pour aller chercher des marchés où on est sûr de gagner. Vous avez été entrepreneuse très jeune. Est-ce que ça appelle beaucoup de sacrifices ? C'est une période difficile ? Oui, là vous me replongez clairement dans des années de sacerdoce. Quand j'ai créé ma boîte, je faisais que ça. Clairement, ça m'a coupé beaucoup de ma famille et de mes amis parce que je travaillais jour et nuit, les week-ends. C'est tellement de responsabilité d'avoir des salariés, de gérer aussi l'argent de ses investisseurs. Moi, ça m'a mis beaucoup de pression et vraiment pendant 4 ans, j'étais enfermée dans le bureau de 7h30 du matin à minuit le soir. Vraiment, je le faisais en me disant, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais pas la même énergie, clairement. Après, ça m'a aidée de pas avoir de famille, d'enfants et d'être dédiée à ça. Mais ça m'a usée. C'est-à-dire que je suis sortie de cette aventure vraiment fatiguée. Parce que justement, là, aujourd'hui, vous avez 2 enfants. Ça se gère différemment avec la maturité ? Ouais, franchement, je dis pas oui à tout. Et je gère un peu mieux mon temps. Je me fais aussi plus aider, peut-être. Et je vais plus lentement. Parce que j'ai plus cette même capacité de travail. 42 ans, je travaille plus comme à 25 ans, ça c'est clair. Je fais les choses à long terme. J'ai énormément d'ambition pour cette école et je vois les choses sur 10 ans, 20 ans.
J'essaie de m'économiser, je fais vachement attention à mon énergie, à mon sommeil. Pas du tout la même gestion de moi-même que j'avais à l'époque quand j'ai créé ma boîte. Vous continuez puisque vous avez monté votre propre école, donc vous en avez pas assez. Voilà, j'ai l'impression de partir de zéro avec cette école. Franchement, j'ai déjà mis 2 ans et demi à la créer. C'est-à-dire qu'en fait, après le Covid, j'ai fait beaucoup d'événementiels à distance via les Teams, les Zooms et l'ordinateur. Et beaucoup en anglais. En fait, le constat, c'est que grâce au digital, la chocologie n'a plus de frontières. Et donc là, j'ai vu vraiment une opportunité pour moi pour développer la chocologie. Quand on veut connaître le chocolat, il faut quand même savoir ce qui se passe dans une plantation, savoir quand même le déguster. Avant ça, il faut comprendre comment le cerveau fonctionne, comment le goût fonctionne, comment on perçoit le goût, quels sont tous les gestes à faire ou à ne pas faire. C'est sûr que cette école de chocologie, pour moi, c'est la transmission d'une expertise que j'ai créée, où il n'y avait pas d'école pour l'acquérir. Et ça m'a paru comme une évidence maintenant de créer mon école pour former des chocologues en herbe, pour que ce soit une discipline plus accessible aussi. Cette année, vous avez fait un voyage au Pérou. Vous êtes retourné sur les plantations. Qu'est-ce qui doit évoluer dans la production et l'industrie du cacao ? L'urgence, c'est de prendre conscience de la valeur du cacao, qui était sous-cotée, et je pense que la crise est très très bénéfique à prendre conscience que c'est une denrée incroyable. La valorisation du coup du travail des planteurs et des conditions de vie, c'est pas que des articles de presse. Cette crise, en tout cas je l'ai vu au Pérou, a impacté directement leurs conditions de vie de manière très positive. C'est aussi l'importance du bio. Il y a plein de planteurs qui font du bio, c'est-à-dire que pour eux c'est une évidence de prendre soin de leurs terres et soin des cultures, mais ils n'arrêtent pas de nous dire mais c'est l'enfer, on est à côté d'un champ de maïs, on est à côté d'une rizière qui mettent plein de produits et du coup il y a des contaminations croisées. Ces contaminations, même en France, il faut vraiment prendre conscience de comment on peut révolutionner notre agriculture, parce que là on se rend compte à quel point quand même ces produits sont tellement mauvais pour la santé et ça va à l'encontre de la productivité. Je pense qu'il faut vraiment qu'on repense notre modèle et qu'on arrête d'être dans le plus et dans le surplus et d'être dans le mieux faire, mieux pour notre santé. En 2 mots, ça se déguste comment le chocolat ? De manière méthodique, parce que c'est hyper compliqué pour le cerveau de tout absorber d'un coup et de tout analyser. D'abord, on regarde le chocolat, après on va le sentir, après on va le croquer, on va regarder sa texture, comment il est fondant ou granuleux. Et après, on va s'intéresser à sa saveur, est-ce qu'il est acide, pas acide et ensuite les arômes qui s'en dégagent. Et tout ça, ça se fait par étapes. Vous avez écrit 2 livres, dont un avec un nutritionniste, Afid Alol. On peut manger du chocolat tous les jours sans culpabiliser ? Bah évidemment. Donc c'est pas un plaisir coupable, le chocolat, c'est une bonne nouvelle. Mais justement, ce livre vise à définir, mais c'est quoi le chocolat ? Est-ce que c'est de la confiserie sucrée ou est-ce que c'est un carré de chocolat ? Ça change tout. Quelle est votre définition de la femme inspirante ? C'est la femme alignée, qui a une belle énergie, qui est bienveillante. Une femme qui vous a inspiré ? Toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont nourrie et j'ai toujours été très connectée à recevoir leur apprentissage, leurs témoignages. Ça a été des guides et c'est aussi bien une personne que j'ai rencontrée dans mes stages que ma grand-mère, ma mère, des amis qui avaient des parcours de vie incroyables et qui ont dû réfléchir à un moment donné à des problématiques qui, moi, ne me touchaient pas. Et ben en fait, ça m'a nourrie. Votre dégustation de chocolat qui vous a le plus bouleversé ? Lors de mon dernier voyage au Pérou, je suis allée visiter cette plantation, Choba Choba. Donc le fait d'avoir dégusté ce chocolat et de l'avoir dans ma boutique aujourd'hui me crée une émotion particulière. Parce que là, je suis dans la traçabilité pure. Les 3 chocolatiers du moment ? Moi, j'ai envie de parler de Julien Deschenaux, parce que c'est un ami, il est à Vincennes, il fait un travail remarquable, il achète ses fèves, il fait son propre chocolat, et j'adore ses créations, c'est hyper gourmand. L'atelier Page, créé par un chef japonais, et pour moi, ça a été une claque, parce que c'est tellement beau, tellement bon, tellement raffiné, et j'adore quand les chocolats me font voyager. Nicolas Cloiseau, qui est meilleur ouvrier de France et qui travaille à la Maison du Chocolat. J'adore aussi les chocolats audacieux, les chocolats salins, et j'adore les huîtres. Ouais, c'était une claque qui m'a évoqué plein d'images que j'adore. Le bassin d'Arcachon, les huîtres avec Joël Dupuche, voilà. Et donc j'ai aimé déguster ce chocolat. Le moment le plus fort de votre carrière ? Tous les petits succès, je les ai célébrés. Dès que j'avais une grosse commande, j'ouvrais une bouteille de champagne au bureau. L'échec le plus dur de votre carrière ? Quand j'ai créé ma première marque de chocolat, après justement m'être sacrifié la vie pendant 4 ans, jour et nuit, pour créer cette marque et créer, je sais pas, une vision aussi, parce que moi j'apporte une vision très particulière sur le chocolat.
Et ben, j'ai dû effacer cette boîte. C'est-à-dire que j'ai dû la liquider, quoi. Moi, j'étais pas préparée pour créer une marque et j'étais pas préparée non plus pour fermer une société. Mais ce que j'en retiens, c'est vraiment le soutien inconditionnel de mes parents. Est-ce qu'il y a un moment où la marche vous a semblé trop haute et vous avez voulu abandonner ? Depuis le Covid, j'ai une nouvelle énergie, j'ai un nouvel équilibre avec ma famille, mes enfants, et donc du coup, je travaille plus comme avant. Voilà, depuis 5 ans, je sais beaucoup plus où je vais, beaucoup plus qui je suis, ce que je veux faire. Mais mes 10 premières années d'entrepreneuriat, il n'y a pas une année où j'ai clôturé mes comptes en me disant « Bon allez, j'arrête, je vais envoyer mon CV à quelqu'un ». Parce que c'est dur de gérer une boîte, parce que beaucoup aussi de solitude, on ne sait jamais si on fait les choses bien. Aujourd'hui, je me dis que la persévérance a payé, mais ça a été quand même pas facile. Quel est votre prochain Everest ? Ça serait de faire connaître mon école à l'échelle internationale. On va revenir un instant sur un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Ouais. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais comme accessoire en voiture ? Mon câble pour charger mon téléphone. Et quelle est la musique que vous écoutez en voiture ? Moi, j'aime bien écouter tout ce qui est acoustique quand je suis en voiture. Parce que j'ai envie de quelque chose de doux et en même temps un peu rythmé, qui m'entraîne sans être qui me fatigue. C'est un bon compromis. Votre meilleur souvenir en voiture ? C'est quand on chante à tue-tête avec ma famille, parce qu'on part souvent en Normandie le week-end et on met souvent de la musique et mes filles ont leur tube. À l'inverse, le pire souvenir ? Quand ma fille vomit dans les virages, ça c'est pas très agréable. Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez des podcasts. Dans Paris, je suis hyper zen. Quand je pars en animation, j'ai souvent pas mal de valises, des chocolats, etc. Donc je prends pas mal ma voiture et quand je conduis, franchement, ouais, je suis vraiment celle qui est très zen. Et pour finir, comme le veut la tradition d'un Parole de Femme, on part en road trip. Victoire, où est-ce que vous nous emmenez ? En Italie, parce que la bouffe est bonne, les gens sont beaux et que c'est sympa. Au revoir Victoire et surtout un immense merci pour ce moment plein d'émotions et de gourmandise. Merci Clémence. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.